Charlie, est-ce que tu peux te présenter pour commencer? Alors moi c'est Charlie Dalin, j'ai 40 ans, je suis skipper de l'IMOCA Massif Santé Prévoyance et je m'apprête à prendre le départ de mon deuxième Vendée Globe. Est-ce que tu peux nous raconter à quel moment la voile rentre dans ta vie? Il y a longtemps, il y a bien longtemps, il y a 35 ou 36 ans. Je pense que j'ai grandi au Havre, donc au bord de la mer. J'ai toujours été attiré par la mer, par l'océan, par les bateaux. Et en fait, j'ai fait un stage d'optimiste un été à Crozon, en Bretagne, et j'ai adoré. Et en rentrant au Havre, je me suis inscrit à l'école de voile du coin, et j'ai pas arrêté depuis, tout simplement. Je viens d'une famille de terriens, contrairement à beaucoup d'autres marins. Et donc voilà, j'ai découvert ça un peu par moi-même. Et voilà, au début, c'est un passe-temps de petit garçon. Et puis après, ça devient une passion. Et puis après, ça devient un métier, quoi. Et au final, cette découverte de la voile à 6-7 ans, c'est devenu. Ça a complètement modifié ma trajectoire de vie, quoi. Ça a complètement influencé ma trajectoire de vie, puisque je suis parti faire mes études en Angleterre, des études d'architecture navale. Après, j'ai travaillé en Australie, en Suède, en Thaïlande, sur la construction de voiliers de course. Et puis après, en rentrant, je me suis lancé dans la course à mon tour. Donc ouais, c'est une passion qui a vraiment tracé qui a un peu dicté toute ma vie et tout ce que j'ai fait depuis l'adolescence. À quel moment le Vendée Globe rentre dans ta vie d'amateur de voile? Alors, je pense que la première édition que j'ai suivie, c'était l'édition 96. Il y en a bien une en 96. Mhm. C'était c'est la victoire de Christophe Auguin. Euh, et voilà, on m'a offert son livre. Je sais plus, c'est peut-être ma mère qui m'a offert son livre. Et donc, je l'ai lu et relu un paquet de fois. Et puis après, j'ai aussi regardé les reportages à la télé après le Vendée Globe, une fois qu'ils revenaient avec avec leur cassette. Donc, il y a des documentaires sur le Vendée. Là, je me rappelle de le voir dans son cockpit, là, se filmer avec le sifflement de Saki. Je me rappelle d'une scène là, très précise où il doit aller assez vite à ce moment-là, en tout cas pour les bateaux de l'époque. Et voilà, on sent la quille siffler, il a l'air très rassuré. Et voilà, je me rappelle de cette image. Je me rappelle forcément aussi de. Après, j'ai lu aussi beaucoup les récits dans Voiles et Voiliers, voilà, de la photo euh, de Raphaël Dinelli Redinelli avec toutes ses balises, avec la photo de je sais plus quel coureur là sur son bateau retourné, Thierry Dubois. en Thierry Dubois, sur son bateau retourné avec les déferlantes, entouré par les déferlantes. Enfin voilà, j'ai aussi, j'ai aussi vécu le Vendée Globe via les magazines de bateaux. Et ouais, à l'époque, ça me paraissait complètement fou, complètement hors norme, complètement inatteignable comme chose. Donc je m'imaginais même pas à leur place, en fait, à ce moment-là. Mais ça te donne envie ou ça te fait rêver? C'est Ça me quoi? fascine, ça me fait rêver, mais vraiment à l'état de rêve, quoi. Pas à l'état d'ambition, quoi. Donc voilà, ça me paraît assez fou, quoi, de partir de France, de descendre l'Atlantique, de faire le tour de l'Antarctique, de remonter. Euh, voilà, à chaque fois, c'est aussi les fortunes de mer qui marquent aussi. Et, euh, et aussi forcément les récits de victoire. Après, j'étais un peu plus grand, donc quand il y a le match Michel Desjoyaux, Hélène MacArthur, voilà, avec la superbe victoire de Michel au bout. Voilà, ça c'est aussi une édition que j'ai un petit peu plus suivie. Euh, et voilà, plus ça va, plus je grandissais, plus j'étais capable plus moi je progressais aussi dans ma passion, dans ma compréhension de la voile. Et aussi la façon de suivre le Vendée Globe a évolué aussi. Donc c'est de plus en plus facile de le suivre en live, quoi. Alors qu'avant, je pense que tout au début, c'était vraiment presque en différé pour moi.
Et, et ouais, et puis voilà, ça a forcément contribué à ma passion pour la course au large, quoi. C'est ces grandes courses au large qui m'ont fait rêver, mais au même titre que la Route du Rhum, que la Jacques Vabre forcément en tant que vrai, mais que, voilà, que la Mini Transat aussi, que je suis aussi pas mal à l'époque. J'arrivais un petit peu plus à me projeter dans une Mini Transat, voilà, sur ces bateaux qui étaient tout petits, qui avaient l'air un peu plus accessibles que ces grands bateaux de 18 mètres. Quand on fait du 420, un IMOCA de 18 mètres, ça paraît gigantesque, quoi. Donc vraiment aussi gigantesque qu'inaccessible à cet âge-là. Et qu'est-ce qui te fascine alors à ce moment-là? C'est le côté aventure, c'est le côté régate, c'est la performance humaine, Bah, c'est un peu tout, ouais, ouais, c'est la course, c'est le voyage, c'est aussi la performance, quoi. Des bateaux comme ça, de cette forme-là, avec l'équipe pendulaire, avec toutes les formes de grand voile, bah, on n'en voyait que sur le circuit Omoka, en l'occurrence que sur le Vendée Globe. Donc ouais, c'était vraiment des bateaux qu'on voyait nulle part ailleurs, quoi. Avec ces deux safrans, avec les deux safrans, l'équipe pendulaire, il y avait pas. Après, il y a Aquitaine Innovation, le premier à avoir les outriggers. Il y a les Maëls aussi qui sont arrivés à une époque. Voilà, c'était des bateaux qui ont toujours été vraiment complètement différents des voiliers qu'on pourrait trouver dans dans les ports de plaisance, quoi. Donc il y a aussi ce côté technologique, ce côté fer de lance de la course. Voilà, il y a des bateaux qui battaient régulièrement les vitesses de 24 heures. Voilà, généralement, à chaque Vendée Globe, le record était battu. Donc voilà, il y avait ce côté aussi un peu pionnier, une nouvelle technologie qui m'attirait. Et puis voilà, ce côté aussi voyage, aller si loin, revenir, tout ça en solitaire, la gestion des problèmes, voilà, se dépasser aussi dans la gestion des soucis techniques, se dépasser à tous les niveaux, quoi. Donc voilà, forcément, je me rappelle du sauvetage de. C'est Poupon qui est sur la tranche sauvé par Loïc Perron. Voilà, on revoit le bateau qui se remet à plat avec les voiles en lambeaux. Il fait un peu bateau fantôme là. Voilà, tout ça, c'est des images qui m'ont marqué et voilà, qui sont un petit peu imprimées sûrement enregistrées dans ma petite tête de, de, de jeune garçon puis adolescent et voilà, qu'on forgeait cette envie à mon tour, découvrir le large. Alors, à quel moment, oui, toi, ça rentre dans ton paysage en te disant, bah, ça peut être pas forcément un aboutissement, mais une étape dans ton parcours de Ben, coureur? euh, encore une fois, le Vendée Globe, ça me paraissait tellement hors norme, tellement inaccessible que tu vois, j'osais même pas m'imaginer à leur place quelque part, quoi. Je sentais que j'avais tellement d'étapes à franchir avant. Donc moi j'ai fait beaucoup de 420, donc déjà voilà, apprendre les bases de la régate, c'était important. Après je me suis mesuré, la première fois que je me suis frotté au large en solitaire, c'était sur la Mini parce que c'était pas cher. Et aussi pour voir si j'étais vraiment fait pour ça, parce que tant qu'on s'est pas retrouvé tout seul au milieu de l'Atlantique sur un petit bateau, sur un bateau, ben, on ne sait pas si on est vraiment fait pour ça. Après, je me suis dit qu'il fallait que je muscle un peu mon niveau et que j'établisse des bases solides. Donc, je suis parti sur le circuit Figaro jusqu'à ce que j'ai un niveau suffisant en Figaro pour commencer à être équipier sur des IMOCA, par exemple. Et voilà, j'ai pas voulu griller les étapes. Et puis je me permettais même pas de rêver IMOCA alors que j'avais à mes yeux pas encore le niveau nécessaire pour le faire, quoi. Voilà, moi quand je fais du bateau, une course, c'est avec des objectifs sportifs élevés, c'est avec des envies de victoire. Et voilà, j'ai eu envie d'y aller étape par étape, quoi, de pas brûler les étapes, de passer en fait de me laisser passer au niveau suivant une fois que je me sentais apte à le faire et avec le niveau suffisant, quoi. Donc j'ai fait 7 solitaires en 8 ans et je pense à partir de ma troisième ou quatrième année en Figaro, j'ai commencé à faire, voilà, j'ai pu faire une Jacques Vabre. J'ai navigué en double en IMOCA, donc voilà,
aussi commencé à apprendre sur d'autres bateaux. J'ai navigué aussi sur le bateau de Bernard Stamm, là, sur Cheminée et Poujoula, sur un trophée SNSM, avec Armel Leclerc sur Britair. Pareil, sur des petites courses. Mais voilà, je commençais à faire des petits sauts de puce sur des bateaux plus gros, parce que pour moi, c'était important dans l'apprentissage. Mais voilà, pour moi, j'avais envie, peut-être même pour moi, peut-être que j'aurais pu le faire avant, mais j'avais envie de cocher, de commencer à avoir des résultats sur le circuit Figaro, voilà, d'avoir des victoires avant de passer sur le circuit IMOCA. Et alors, à quel moment se fait le déclic dans ton parcours qui Je t'ouvre? commence vraiment à me projeter sur le circuit IMOCA, je pense en 2014-2015, quoi. Et voilà, je me dis que ça va être je me dis que là, j'ai envie que ça soit mon étape suivante, que ça soit l'étape suivante pour moi. Je pense être arrivé, voilà, à maturité, avoir suffisamment de niveau pour pouvoir le faire. Et donc voilà, ça se matérialise par des navigations sur d'autres IMOCA, en équipage ou en double. Et puis après, voilà, j'arrive chez Massif, grâce à la filière skipper Massif, que j'intègre comme skipper Massif 2015. Et puis au bout d'un petit peu de temps au Figaro chez Massif, je commence à avoir quelques résultats assez rapidement, hein. Je crois que je dois faire deuxième à 15 secondes de Yann Eliès sur ma première course sous les couleurs de Massif. Et voilà, dès ma première année, je fais un podium sur la solitaire chez Massif. La deuxième année, je suis champion de France. Et voilà, je commence voilà, j'ai des bonnes relations avec les personnes de Massif, notamment avec Jean-Bernard Le Boucher. Et voilà, donc on se discute souvent de tout et de rien. Et donc je lui dis aussi que, voilà, que j'ai envie un jour de faire de l'IMOCA, quoi. Et il se trouve que je me retrouve un peu au bon endroit au bon moment, puisque il y a donc Apivia, qui à l'époque a seulement 2 ans d'existence, qui a besoin d'un petit peu de notoriété, de se faire connaître. Là, la marque a besoin d'être mise en avant. Et donc, moi, j'ai envie de faire de l'IMOCA à ce moment-là. Et voilà, Massif est au courant. Et donc, voilà, il y a cette rencontre avec Jean-Luc Pelot et Jean-Marc Simon. Et voilà, et ils décident de partir sur un programme de 4 ans en IMOCA. Et voilà, là où ça a été vraiment super, c'est qu'il y a tout de suite une confiance, quoi. Ils m'ont tout de suite accordé une grosse confiance, puisqu'on part directement sur un IMOCA neuf. Et alors que voilà, j'avais jamais skippé de ma vie un bateau, j'avais jamais couru en solitaire sur un bateau plus grand que 10 mètres. Et malgré tout, voilà, ils m'ont tout de suite fait confiance et on est parti sur la construction d'un bateau neuf pour le Vendée Globe 2020. Et alors là, il y a le parcours de qualification qui te permet de t'aguerrir. Et raconte-nous ce Vendée 2020, parce que c'est le dernier en date. Et tu as été très vite aux avant-postes. Ouais, ça a été déjà une superbe aventure là, de conception. Moi, j'ai participé à la conception du bateau, voilà, dès le début. C'était génial. Moi, je suis architecte naval de formation, donc c'est une partie que j'adore, d'échanger avec les architectes, d'échanger avec les membres de l'équipe, avec le chantier, avec tous les acteurs de la construction d'un IMOCA. Et c'était une aventure géniale déjà de concevoir ce bateau. Après, le programme commence super bien, puisque toute première course du bateau, c'est la Jacques Vabre 2019, que je cours avec Yann Eliès, qu'on remporte, avec une 12aine d'heures d'avance sur le deuxième. Donc voilà, une superbe entrée en matière. J'aurais pas pu rêver mieux. Donc voilà, et quelque part, moi, j'étais content d'apporter cette victoire à Apivia, parce que c'était aussi pour moi un retour de leur confiance, quoi. Donc voilà, ils m'ont fait confiance pour ce bateau neuf, ce bateau dernier cri, alors que j'avais jamais skippé un IMOCA de ma vie avant. Et voilà, on gagne direct. Et c'était super, quoi. J'étais content de leur montrer qu'ils ne s'étaient pas trompés, quoi. Et donc voilà, je rentre en solitaire jusqu'aux Açores. L'équipe finit le tronçon Açores, Lorient, Açores-Bretagne après l'arrivée au Brésil.
Donc tout est sous contrôle, tout est sur la bonne voie. Sauf que se déclare une petite pandémie mondiale début d'année 2020 qui chamboule l'aller-retour en solitaire en course aux États-Unis. Donc voilà, là il y a comme tout le monde, voilà, tout est un peu paralysé pendant quelques mois. Et au final, au lieu de faire 2 courses en solitaire entre la France et les États-Unis, bah, il y a une petite course qui est mise en place un peu à la dernière minute qui s'appelle la Vendée Arctique, qui est pour moi ma toute première course en IMOCA en solitaire, parce que jusqu'à présent, je n'avais jamais couru en solitaire en IMOCA, donc je crois que ça se court au mois de juin. Donc en fait, avant le mois de juin, je m'étais jamais retrouvé tout seul sur un IMOCA. Tout seul sur un IMOCA, que ce soit en course ou en convoyage. Ah si, en convoyage j'avais fait, mais en course j'avais jamais fait. Et donc c'est un peu la découverte pour moi. Et il se trouve que du coup, le Vendée Globe, c'est seulement la deuxième course de toute ma vie en solitaire, en IMOCA, quoi. Donc voilà, ça arrive, ça arrive quand ça arrive, mais voilà, avec un petit peu moins de préparation en course que ce qu'on espérait. Mais ça se passe bien, voilà, je pars plutôt bien. Je prends la tête dans l'Atlantique Sud. À Bonne-Espérance, j'ai 300 000 d'avance sur le deuxième. Tout se déroule un peu plutôt bien jusqu'à la casse je perds une cale de foil. Et voilà, là, c'est un peu la douche froide. Je suis en approche de l'Australie. Là, c'est un moment compliqué parce que voilà, pour moi, voilà, tout espoir un peu de victoire se part un peu en fumée. À ce moment-là, voilà, les gros concurrents avaient soit abandonné, soit eu des problèmes un peu compliqués aussi sur leur bateau. Donc voilà, tout était un peu sur les rails, peut-être trop sur les rails justement. Et donc j'ai ce gros souci. Voilà, au début, moi, je pense qu'on va abandonner, quoi. Je pense que je vais terminer dans un port en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Mais voilà, l'équipe se mobilise, me propose une solution. Voilà, on est un peu en mode Apollo 13, Apollo 13 des mers. Il faut fabriquer une pièce qu'on n'a pas à bord, avec les moyens du bord. Une pièce qu'on n'avait pas du tout anticipée. Une pièce qui ne se change pas en mer, hein. Déjà, de base, ça. On ne change pas une cale de foil en mer. Il faut déjà, au ponton, il faut plusieurs heures, 4 ou 5 pour y arriver. Donc tout seul en mer, au milieu de l'océan Indien, c'est complètement irréalisable. Donc voilà, j'arrive à faire cette pièce de fortune, à l'installer tant bien que mal. Voilà, ça me prend une journée entière, du début du lever du soleil au coucher du soleil à y arriver. Puis on reprend la route, mais on ne sait même pas encore si on va continuer à ce moment-là, parce qu'il y a le Pacifique qui se profile devant l'étrave du bateau. On sait que c'est l'océan le plus grand du monde. Voilà, on sait que si le foil recule, bah, il peut faire une voie d'eau dans le bateau. Et voilà, on n'a pas envie j'ai pas vraiment envie de vivre ça au milieu du Pacifique. Donc on s'autorise jusqu'au passage de la Nouvelle-Zélande pour prendre la décision de continuer ou pas. Au final, je pense qu'on prend une très très bonne décision de continuer. À ce moment-là, bah forcément, le temps de faire la réparation, j'ai perdu la tête de course. Donc, je pense que je suis troisième quand je repars après la réparation. Et là, bah, je traîne un peu comme un boulet au pied cette réparation parce que je rajoute des bouts, des cordages là sur le foil pour essayer de le tenir un peu comme je peux. Il casse régulièrement. Je suis obligé de ralentir voilà, pour refixer tout ça, voilà, ça jusqu'au bout, même jusqu'à la dernière nuit dans le golfe de Gascogne. J'ai le bout principal qui tenait le foil vers l'avant qui casse, donc je suis obligé d'en repasser un. Donc vraiment jusqu'au dernier jour, jusqu'aux dernières heures de course, je suis ralenti par ce problème. Mais ce qui est sûr, c'est que si le jour de la casse, on m'avait dit que j'allais quand même franchir la ligne d'arrivée de la course en premier, bah, je l'aurais pas cru, et deux, je me serais sûrement remis en selle plus vite. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment la preuve que tout est possible sur le Vendée Globe, quoi. À ce moment-là, ça me paraissait complètement déjà irréalisable de rien que continuer, quoi. Donc d'aller jusqu'à franchir la ligne d'arrivée en tête, en premier
au sable, c'était vraiment complètement inespéré. Et puis après, il y a eu un moment où j'ai eu quand même pas mal de retard. Voilà, c'est un petit peu parti par devant. Avec le Cap Horn, j'ai pas mal de retard. Le problème, c'est qu'aussi la course, dès l'océan Indien, en fait, ça fait des regroupements. Même dès la descente de l'Atlantique, ça fait des retours par derrière. La flotte fait que se recompresser. Donc voilà, il faut gérer ça. C'est fatigant parce que les jours passent, les semaines passent, les mois passent. Mais moi, j'ai toujours eu le sentiment de me démener, d'aller chercher loin dans l'engagement pour recréer de l'avance, mais après me faire rattraper à chaque fois. Et ça vraiment jusqu'au bout, quoi. Jusque dans le golfe de Gascogne, ça a été ça. Et voilà, ça épuise, ça fatigue. Et après, j'en bénéficie aussi, puisque dans la remontée de l'Atlantique, même si je me fais beaucoup ralentir par Sainte-Hélène, l'anticyclone de Sainte-Hélène, j'arrive quand même à rattraper Yannick, à le doubler. On est quelques-uns et là on est assez groupés à ce moment-là. Il y a aussi Thomas que j'avais réussi à redoubler dans le Pacifique on se retrouve bord à bord aussi le long du Brésil. Enfin voilà, ça bagarre vraiment jusqu'au bout. J'arrive aussi à bien gérer l'anticyclone des Açores. Et là, à ce moment-là, je suis coude à coude avec Louis Burton. Louis, il fait une route plus ouest, donc j'arrive à, reprendre bien la tête à ce moment-là, même si j'ai pas de foil à ce moment-là, parce que je pense que je passe presque 20 jours en tribord à mur, donc sur le bord où je n'avais pas de foil, donc le mauvais bord. Et voilà, c'est vrai que quelque part, si j'avais eu un problème avec mon foil tribord, bah, ça aurait été beaucoup moins gênant. Parce que en fait, quand on remonte l'Atlantique, le vent il vient globalement de l'est, donc on est en tribord à mur et manque de bol, bah, c'était le foil bâbord qui était inutilisable sur mon bateau. Et voilà, malgré tout ça, je trouve les ressources, je trouve les idées pour les solutions de trajectoire pour rentrer dans le golfe de Gascogne en premier. Après une dernière nuit en mer qui était vraiment pas simple, je pense la 80e nuit en mer, je suis à gérer des empannages dans 25-30 nœuds le long du Cap Finistère, entre les bateaux de pêche, les cargos, le brouillard. Voilà, c'était un peu une nuit compliquée, avec déjà 79 nuits dans les pattes avant. Mais voilà, tant bien que mal, j'arrive à m'en sortir. Et là, je fais mon dernier empannage. Je me fais rattraper un peu par une zone de vent faible qui s'approchait. J'arrive quand même à m'en extirper. Le bateau reprend de la vitesse. Et là, je fais cap vers les sables. Donc c'est super. Et là, en fait, quelques heures seulement après ça, en fait, le vent tourne un petit peu. Et là, au lieu de faire cap vers les sables de l'Aude, je fais cap vers Belle-Île, je crois. Donc, plus du tout vers l'arrivée. Donc, voilà, la météo que j'ai eue était un petit peu différente enfin, la météo que j'ai eue était différente des fichiers. Et là, bah, du coup, ça complique un peu les choses. Mais voilà, malgré tout, le croisement avec Louis se passe bien. Je passe devant lui. Et là, pendant quelques heures, avant le coucher du soleil, je pense que j'ai gagné. Je pense que c'est bon. Je pense que j'ai gagné le Vendée Globe. Je croise devant Louis qui n'a pas de compensation. Pour moi, Yannick Bestaven est loin derrière. Boris, qui lui a pris un peu ma roue du côté de l'Espagne, pour moi c'est bon aussi. Même si au final c'était pas si bon que ça. Mais il a des problèmes avec un bateau de pêche. Mais voilà, là, à un moment, avant que la nuit tombe, je crois que c'est bon, quoi. Je crois que ça va le faire. Et là, c'est quoi qui te traverse? Et bah, je me dis qu'on va gagner, quoi. Je me dis que ça va le faire, malgré les compensations, malgré les problèmes de foil, malgré tout, malgré la rotation du vent qui n'était pas prévue dans le golfe de Gascogne, malgré tout ça, toutes les péripéties des 80 derniers jours, je me dis que ça va aller, malgré tous les retours en arrière que j'ai subis. Mais vraiment, je pense, allez, 5 minutes, 10 minutes max avant le franchissement de la ligne, je fais un tour sur la carto de la course. Et là, en fait, je vois que Yannick, il va vite déjà. Donc non seulement il va vite, il doit être à 18 ou 20 nœuds, et il fait route directe vers la ligne d'arrivée, quoi. Lui, il n'a pas d'empannage à faire, contrairement à moi. Et là, il y a un truc qui me dit que ça va pas aller, quoi. Qu'il va manquer quelques heures, quoi.
Et donc je franchis la ligne d'arrivée. Et au moment où je pensais justement être libéré, parce que voilà, c'est pas comme le Figaro, j'ai fait 7 solitaires, à chaque fois, voilà, on déclenche le chrono quand on franchit la ligne d'arrivée, il y a les calculs à faire. Quand on franchit la ligne d'arrivée en Figaro, bah, c'est le chrono qui prend le relais, alors qu'en IMOCA, bah, normalement, il n'y a pas ça, quoi. Normalement, on franchit la ligne d'arrivée, et puis là, les choses sont actées, enfin, sont scellées, quoi. On sait quelle place on va faire. Mais là, non. Et du coup, je franchis la ligne d'arrivée, une ligne auquel on pense, quoi. On y pense à cette ligne d'arrivée, de retrouver, voilà, j'avais hâte de retrouver ma femme, mon petit garçon, mon équipe, mon sponsor, tout, ouais, de boucler la boucle. Et en fait, je suis pas libéré. En fait, je suis pas. La ligne d'arrivée est franchie, mais le chrono tourne. Je me demande si je déclenche même pas ma montre comme je faisais à l'époque du Figaro, quoi, mon chronomètre. Et parce qu'il y a ces compensations, quoi. Et donc, je suis arrivé, mais je suis pas arrivé, quoi. Enfin, la course n'est pas terminée, je sais pas quel classement je vais faire. Ce que je sais, c'est que voilà, à l'époque, je m'étais pas dit ça, mais je me suis rendu compte de ça. Je pense seulement cette année, c'est que en fait, j'étais le vainqueur temporaire, quoi. C'est moi qui avais gagné le Vendée Globe jusqu'à ce que les autres arrivent, quoi. Parce que j'étais le seul à avoir franchi la ligne d'arrivée, donc voilà, j'étais le vainqueur, comment on dit ça, le vainqueur Provisoire. provisoire, exactement. J'étais le vainqueur provisoire du Vendée. Mais il y a quelque chose qui me dit que ça va pas être si simple que ça, quoi. J'ai l'impression que dès l'arrivée, je me dis qu'il va manquer du temps. Mais voilà, malgré tout, voilà, l'euphorie de l'arrivée, de retrouver l'équipe, de retrouver tout le monde, bah, ça prend un peu le dessus. Et ce que je dis à chaud en franchissant la ligne d'arrivée, je le pense toujours aujourd'hui. Et voilà, je me fais un peu porter par tout ça. Et tu arrives à jouir quand même du Ouais, moment et de te ouais, dire cette que remontée de chenal, j'en profite. Voilà, je retrouve mon petit garçon qui était sur l'eau aussi, qui est venu sur l'eau avec Perrine. Voilà, je retrouve mon sponsor. Voilà, c'était un super moment, quoi. Et je remonte le chenal en semi-rigide, mais j'ai quand même la remontée de chenal. Alors, je passe devant tous les journalistes qui étaient là. Et ouais, à ce moment-là, je vis bien le truc, quoi. Je profite vraiment d'avoir tout simplement être parti des Sables d'Olonne, avoir fait le tour du monde, d'avoir fait le tour du monde et d'être rentré au point de départ, quoi, tout simplement. dès ta première participation. Dès ma première participation, donc voilà, c'est quand même déjà rien que finir le Vendée Globe, c'est quelque chose, quoi. Donc voilà, je suis conscient de ça, je profite de ça. Et le moment d'après où j'ai un petit pincement, je pense que c'est pendant la conférence de presse. Donc, je réponds aux questions et en fait je tourne la tête vers ma droite, et là je vois les photos de tous les anciens vainqueurs qui sont sur des grandes, je sais pas des affiches, mais ouais, des belles photos imprimées en grand de chaque ancien vainqueur. Et là je me dis, mais tu vas pas y être en fait là. C'est pas toi qui vas y être, quoi. Même si j'étais le premier à à mettre le pied à terre, le premier à remonter le chenal, le premier à franchir la ligne d'arrivée, tout ça, je me dis, bah non, en fait, ça va pas être toi, quoi. Et donc là, voilà, il y a un petit coup. Mais vraiment pas longtemps, quoi. Vraiment juste une pensée qui me traverse l'esprit, et puis je repars dans mes questions, dans la joie d'être là, de retrouver tout le monde, quoi. Et il reste quoi aujourd'hui? De l'amertume, de la joie d'avoir quand même coupé la ligne en tête, qu'est-ce qui te reste? Il me reste plein de choses. Mais assez rapidement, c'est passé en envie d'y retourner, en envie de continuer, de me dire que l'histoire avec le Vendée Globe n'était pas terminée pour moi, et de vouloir réutiliser toute cette expérience accumulée sur ce premier tour du monde dans le bateau, dans la préparation, dans ma façon de me préparer, de m'entraîner, de naviguer, de vivre au jour le jour pour être
prêt pour cette édition 2024. Avec un goût de revanche. Avec un goût de ne pas être vainqueur temporaire. Dans l'abord de ce Vendée-là de 2024 qui arrive maintenant, il y a eu la mise à l'eau d'un nouveau bateau. Tu as coché à peu près toutes les bonnes cases dans la préparation. Là, tu te sens parfaitement prêt à aller chercher cette victoire? J'y pense pas du tout à la victoire. Je pense au travail qui a réalisé encore jusqu'au départ, au travail que j'aurai à réaliser sur l'eau, en gestion du bateau, en placement stratégique, en choix tactique, en sommeil, en alimentation. Je suis vraiment concentré sur l'aspect travail, quoi. Sur l'aspect, je pense pas du tout au résultat. C'est vraiment le travail qui reste à faire, le travail que j'aurai à réaliser sur l'eau, et c'est tout. Sur le bilan de ces régates de l'année, tu as été privé quand même des régates du mois de décembre. Du coup, il y avait quand même cette épée de Damoclès de la qualif où il fallait prendre des départs pour vraiment confirmer la qualif. Quel bilan tu tires, toi, de ces courses? On a vu des matchs assez géniaux dans les deux sens, à l'aller et au retour. Quel bilan, toi, tu as tiré de ces deux courses? Bah, c'était des courses importantes pour nous, pour le projet massif, parce qu'il y avait déjà cette qualif à aller chercher. Euh, on s'est vraiment qualifié que en arrivant à New York. Et donc il y avait ça à aller chercher. Il y avait continuer à tester le bateau, continuer à le fiabiliser, continuer l'apprentissage de ce bateau, retrouver mes marques aussi en solitaire, parce que de ce fait, je n'avais pas couru en solitaire depuis la route du Rhum 2022. Donc là, ça commençait à dater un peu. Donc voilà, il fallait que je reprenne mes marques. Je pense que j'étais un peu rouillé sur l'allée. Je ne connaissais pas encore super bien le bateau. Voilà, c'est la première transatlantique du bateau. Il y avait des trucs encore à débugger. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, bah, ça donne une 4e place. Euh, Aussi, voilà, j'ai navigué en faisant un petit peu attention quand même au bateau. Après, surtout, jusqu'à ce que je fasse un vrac, j'avais un peu mis de côté ce côté, il faut faire attention. J'ai un peu reparti en mode régate tête baissée. Et puis là, j'étais un petit peu la douche froide là, à ce moment-là. Donc j'ai un petit peu fait un petit peu plus gaffe après ce moment-là. Mais voilà, malgré tout, voilà, la qualif était cochée en arrivant à New York. J'étais quand même un peu déçu de cette contre-perf parce que j'avais jamais fait j'avais jamais fait moins bien que deuxième sur toutes les courses auxquelles j'ai pu participer en IMOCA avant. Donc là, 4e, c'était un peu contre-perf quand même si je savais qu'il y avait cette qualif à aller chercher, que le bateau n'était pas débugué, que moi j'étais un peu rouillé, etc. Mais du coup, voilà, au final, j'ai appliqué le plan qui était prévu avant, c'est-à-dire on se qualifie à l'aller et on lâche les chevaux sur le retour. Et donc voilà, j'ai pu appliquer ça. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai tiré dessus autant que je pouvais sur le retour. Voilà, quitte à casser, quitte à abandonner, c'était pas grave. Ce que je voulais, c'était vraiment amener me pousser dans les retranchements, pousser le bateau dans ses retranchements pour encore lever les petits bugs décelaient les petits bugs qui restaient, les petits problèmes de fiabilité. Mais le bateau a tenu. Et voilà, j'ai pu arriver en vainqueur au Sable d'Olonne et ça m'a fait du bien. Et à la lumière de ces deux régates de très haut niveau, comment tu te projettes dans le Vendée et comment tu te projettes sur la stratégie que tu vas adopter et quelle stratégie tu vas adopter? Bon, ça, je ne vais pas le dévoiler. Mais ce qui est sûr, c'est que la concurrence sera rude, sûrement plus féroce que sur l'édition 2020, parce que il y a plus de bateaux aboutis, il y a plus de skippers capables d'aller chercher une victoire. Toutes les équipes ont progressé sur la gestion des IMOCA à grand foil. D'ailleurs, on ne fait plus trop la différence entre IMOCA à grand foil et IMOCA à petit foil, parce que maintenant tous les IMOCA ont des grands foils pratiquement. Et
Et voilà, la concurrence va être dure, il y aura des difficultés, il y aura des choses inattendues. Et voilà, il va falloir faire face, bien réagir, avoir aussi la réussite qu'il faut, parce que le Vendée Globe, c'est tellement une course hors norme voilà, on peut pas faire le Vendée Globe avant le Vendée Globe, aussi bien pour le marin que pour le nouveau bateau. Donc, voilà. Il y a une part de réussite, il faut un peu de chance, il faut qu'elle soit à bord aussi. Et donc voilà, c'est tellement en norme que voilà, il faut rester humble devant, malgré voilà, toute la préparation minutieuse, de rien laisser au hasard, d'être toujours, c'est toujours penser à anticiper tout et n'importe quoi, de se projeter dans tout ce qui peut arriver ou pas arriver, même de prévoir l'imprévisible. Il faut quand même de la réussite. Et voilà, il en faudra pour cette année. Et voilà, il en faudra plus que les autres. Et ça sera encore plus dur parce que voilà, y a plus de vainqueurs possibles. Donc voilà, ça fait plus de personnes à mettre derrière. Parle-nous un peu du match psychologique, forcément, qui se joue entre vous, de cette dimension-là. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne comprend pas forcément, nous, toutes les implications de votre communication, du bateau vers l'extérieur, de ce que vous dites, de ce que vous lâchez ou pas comme info, de ce que vous cachez, des ascendants qui sont pris sur les courses. Vous êtes tous sortis avec des victoires, là, peut-être à part Jérémy, mais dans les 4-5 qui se battent devant. On en est où là dans le duel entre vous? Est-ce que vous êtes tous sur un pied d'égalité? Et comment vous allez gérer cette dimension-là? Parce qu'on a l'impression que c'est de plus en plus important. Et autre élément dans cette question, il y a aussi plein de copains là-dedans. Il y a des anciens colocs, il y a des gens avec qui tu as fait ta formation, voilà, il y a quand même un truc très spécifique à la voile qui finalement est assez fraternel, a priori, a fortiori, sur ce Vendée Globe où vous allez vous retrouver très solidaire dans le sud, forcément. Parle-nous de ces relations interpersonnelles finalement. Bah, c'est vrai que voilà, on a une relation particulière, en tout cas j'ai l'impression d'avoir une relation un peu particulière, en tout cas avec les autres membres du pôle. Voilà, pas plus tard que enfin, toute la semaine d'ailleurs. Cette semaine, on était en salle ensemble pour une formation météo, puis une formation médicale. Donc, on partage aussi les stages ensemble. J'étais en stage avec pas mal de mes concurrents directs la semaine dernière. J'ai encore 2 stages à venir les semaines prochaines. Voilà, on est sur les mêmes courses, sur le même circuit. On a un peu les mêmes vies au final. Euh, mais voilà, par contre, sur le Vendée Globe, il n'y a qu'un vainqueur. Donc, il faut l'être, quoi. Mais c'est pas facile. Et ouais, il y a forcément des jeux un peu psychologiques, même si moi, voilà, je suis pas proactif dans cette dimension psychologique. Peut-être qu'il y en a qui le sont, mais voilà, moi, je reste concentré quand même sur mon projet. J'essaie de ne pas me faire trop influencer, distraire par les choix des autres, par leurs choix techniques, par leurs résultats. Voilà, j'essaie moi, de me faire confiance dans mes choix, dans ma capacité à prendre les bonnes décisions, à la fois techniques, donc ça a été dans la conception du bateau, dans les choix de voile que je prends sur la course, sur les évolutions techniques qu'on a pu faire sur le bateau. Et puis après, voilà, je me ferai confiance aussi sur mes choix sur l'eau. Et c'est à la fois enrichissant et intéressant de s'intéresser à ce que font les autres parce que voilà, on n'a pas l'équipe ou moi-même n'avons pas forcément la science, on n'a pas la science infuse, on n'a pas forcément réponse à tout de la meilleure des manières. Donc voilà, c'est aussi intéressant de suivre un peu ce qui se passe à côté parce que si on est passé à côté d'un truc et qu'on peut corriger, il faut le faire. Il faut savoir être capable de le faire et de se rendre compte d'admettre une erreur technique et de la corriger. Mais il faut aussi voilà, savoir se faire confiance et de ne pas trop se faire influencer dans tous les domaines non plus, quoi. Mais une fois la régate commencée, une fois la course commencée, quelle va être ta surveillance des autres? Est-ce que par exemple, il y a des retours de ce que les autres disent, font?
Ouais, forcément, voilà ce qu'ils disent et ce que j'écoute, bah, ce que j'ai, les trucs auxquels j'ai accès, bah ouais, ouais, forcément, c'est intéressant de savoir si quelqu'un a déchiré une voile, si quelqu'un a tel ou tel problème, parce que voilà, c'est un peu comme si on pouvait voir le jeu de cartes, si comme dans un jeu de cartes, on pouvait voir un peu le jeu des autres. Voilà, forcément, ça donne des billes sur la stratégie à apporter. Mais inversement, c'est vrai que voilà, c'est sûrement un peu frustrant des fois pour le public, mais c'est vrai qu'on est souvent, on fait un peu souvent les cachottiers, parce que voilà, on n'a pas envie voilà, de dévoiler notre jeu, quoi, tout simplement. On n'a pas envie de dévoiler nos faiblesses aux autres, quoi. Donc voilà, s'il y a une voile déchirée, s'il y a tel ou tel problème technique, bah, c'est assez facile pour les concurrents de savoir bah, voilà, si telle voile est hors d'usage, bah, ça veut dire que dans telles conditions, il va être moins performant. Donc voilà, ça permet d'expliquer aussi des choix de trajectoire. Si on voit quelqu'un qui fait un grand tour pour éviter une zone de vent un peu faible, bah, on va moins se poser de questions si on sait que ces voiles de vent faible sont hors service, quoi. Donc, et inversement, quoi. Donc voilà, forcément, le plus on sait, le plus on est au courant des problèmes des autres, le plus on peut, voilà, on peut interpréter on peut mieux interpréter leur choix et aussi, voilà, par exemple, si je sais que tel concurrent va pas peut plus mettre sa grande voile en tête, par exemple. Et que je sais que dans X temps, bah, on va devoir passer une zone de vent faible et qu'on est tous obligés d'y passer, bah, et qu'on est bord à bord, bah, moi je vais peut-être diminuer ma prise de risque sur mon bateau, voilà, voilà, peut-être à lever un tout petit peu le pied, en sachant très bien que bah, de toute façon je vais le doubler dans 24 ou 48 heures parce qu'il ne sera pas à 100% de ses capacités dans moins de vent, quoi, tu vois. Donc, voilà, c'est toujours intéressant de connaître l'état technique des concurrents. Sur la dimension humaine, on sait aussi que ça sera l'une des clés, a fortiori sur ces bateaux devenus très durs. Comment tu t'y prépares? Et est-ce que ton alerte médicale de l'an dernier va être une inquiétude pour toi pendant ce tour du monde? Et qu'est-ce que tu as mis en place pour bah, traverser au mieux ces 80 jours de chocs violents et de bruits infernaux? Non, c'est pas du tout une inquiétude. Le, le souci de la Jacques Vabre sera pas une inquiétude pour le Vendée. Pour la partie ergonomie, on a fait un gros travail on a vraiment repensé entièrement l'ergonomie du bateau. Donc voilà, je me suis rendu compte pendant le Vendée Globe que l'ergonomie d'Apivia n'était pas parfaite. Et donc on a vraiment refondu entièrement cette ergonomie. Et voilà, vraiment, pour le coup, là, l'expérience de mon premier Vendée Globe m'a beaucoup servi. De voir voilà, comment, au bout des semaines qui passent, des mois qui passent, comment est-ce qu'on vit le bateau, qu'est-ce qui prend de l'énergie, qui n'est pas nécessaire, enfin, qu'est-ce qui consomme de l'énergie, mais qui pourrait ne pas en consommer. Parce qu'on sait qu'on va arriver en déficit de sommeil, en déficit d'énergie au bout de 80 jours, je sais pas, peut-être moins de 70, j'en sais rien, mais en tout cas, ça sera long. Et on sait qu'on va arriver en déficit d'énergie, en déficit de sommeil. Donc, la moindre économie, il faut prendre. Voilà. On sait qu'on va terminer à découvert dans ces domaines-là, et du coup, la moindre pièce d'économiser, bah, c'est un découvert un peu moins fort. Mais c'est bête, hein, c'est par exemple la poubelle à portée de main, quoi. Voilà, si on mange quelque chose en emballage, bah, voilà, de ne pas devoir se déplacer pour le jeter, c'est bien. De pas avoir à se déplacer pour faire à manger quand on est à la table à cartes. C'est vraiment la prime à la sédentarité, quoi. Autant à terre, c'est une plaie, c'est un fléau des temps modernes. Autant en mer sur un IMOCA, voilà, on a vraiment pensé comment est-ce qu'on peut être le plus sédentaire, comment est-ce qu'on peut limiter au maximum les déplacements.
voilà, j'ai 50 centimètres de mon siège de table à cartes ma banette pour dormir. J'ai 1 mètre à faire pour atteindre la colonne vers l'avant. Voilà, quand je suis assis dans mon siège de table à cartes, j'ai accès à tout globalement. Mes écrans, voilà, vraiment comme un pilote d'avion qui est assis dans son cockpit. Bah, moi, tout ce qu'il doit atteindre, bah, il a juste à tendre le bras. Et ben moi, c'est pareil, quoi. Donc, mon réchaud est là, mon sac de nourriture est prévu d'être à mes pieds, pareil. Mon écran d'ordi est devant, le téléphone pour parler à l'équipe technique, pour faire des vidéos, il est à portée de main. L'écran radar est là. Commande de kit pendulaire, commande de pilote automatique. La bannette est là, la poubelle est là. Voilà, je pourrais atteindre ces éléments, je pense, les yeux fermés. Et voilà, le siège est sur amortisseur, j'ai une ceinture de sécurité, j'en ai aussi une dans ma bannette. Voilà, on a vraiment pensé économie d'énergie. On mise beaucoup, voilà, on travaille beaucoup cette ergonomie pour être capable d'aller vite en se fatiguant le moins possible. Est-ce que physiquement, tu as modifié ta préparation par rapport à il y a 4 ans? Ouais, un petit peu. Donc, je fais plus d'exercices pour muscler la nuque et le cou. Alors là, je me suis rendu compte que sur les longues courses, moi, je pouvais développer des douleurs dans le cou, dans la nuque, à force voilà, de retenir la tête dans les chocs. Donc voilà, là, depuis l'année dernière, voilà, j'ai introduit ces mouvements-là. Et puis après, ouais, le reste, ça n'a pas beaucoup évolué. La nouveauté, c'est vraiment à ce niveau-là, quoi. Sur l'alimentation, comment tu... L'alimentation, ouais, gros travail aussi. Le travail d'avitaillement pour le Vendée Globe 2024, il a commencé alors que Massif n'était pas encore à l'eau. Dès l'hiver, printemps 2022-2023, on a déjà commencé les travaux sur la partie alimentation. Parce qu'on voulait se laisser le temps de faire des essais, de tester de nouvelles choses, de pouvoir ajuster au mieux les quantités, les types d'aliments que j'embarquais. On a essayé de diversifier un peu plus les types d'aliments que je pouvais emmener. Et ouais, c'est vraiment voilà, un travail qui a commencé il y a très très longtemps, qui n'est pas encore tout à fait terminé. Je suis en train de goûter des dernières choses, de faire des derniers essais pour que ça soit le plus parfait possible. Et là, concrètement, c'est quoi? C'est que du lyophilisé? C'est du lyophilisé, du déshydraté, un peu d'apertisé. Voilà, c'est un peu de sous-vide. C'est plein de choses. Voilà, c'est assez complexe. Tu nous rappelles les nuances? Alors, un lyophilisé, c'est un processus de déshydratation qui est à froid, un peu spécial. Déshydraté, on enlève l'eau pareil des aliments, mais d'une manière un petit peu différente. L'apertisé, bah, c'est comme une boîte de conserve, mais dans un sachet souple, tout bêtement. Quelque chose qui est sous vide, bah, c'est un aliment qu'on va mettre sous vide, mais souvent ça va avec le processus d'apertisation pour la majorité des choses. Et voilà. Et après, il y a pas mal de fruits oléagineux, un peu de fruits secs. Il y a plein de choses. C'est tout bête, mais on s'est rendu compte que voilà, des petites compotes très connues là, qu'on donne tous à nos enfants là. Sur le dernier Vendée Globe, j'en avais 2 par jour. Sur 80 jours, ça fait 16 kilos de pommes-potes. Donc le problème, c'est que aussi sur une course aussi longue, en fait c'est bête, mais voilà, une petite compote en tube, 2 par jour, on dit que c'est pas grand-chose, mais voilà, à la fin, sur un Vendée Globe de 80 jours, ça fait 16 kilos. Donc par effet d'échelle, par effet de durée, en fait, quelque chose qui paraît anodin peut vite peser lourd. Et donc j'ai aussi envie d'être léger parce que voilà, un bateau léger, c'est un bateau plus rapide. Et donc voilà, je pense qu'on va avoir un avitaillement qui serait beaucoup plus léger que la dernière fois, avec aussi des choses. Voilà, j'ai fait très très attention aussi à l'évolution des goûts. Ça paraît tout simple à gérer comme ça, mais en fait, voilà, quand on est en mer,
les goûts, en fait, à force de manger un peu les mêmes plats, bah, ça évolue. Donc, des choses que j'adorais avant mon dernier Vendée Globe, bah, j'aime plus aujourd'hui. Et même pendant le Vendée Globe, il y a des choses qu'on aime au début, qu'on n'aime plus à la fin. Donc, on a aussi essayé de faire très attention à l'évolution potentielle des goûts en variant le plus possible les repas. Voilà, en variant tous les éléments qu'on pouvait varier, dans les aspects variés vraiment au max pour que par effet de répétition, ouais, on risque pas j'ai pas le risque de dégoûter de tel ou tel aliment. Dernière question sur le plaisir. Qu'est-ce que serait les plus grands plaisirs d'un Vendée Globe qui arrive? Bah, le plaisir, bah, c'est simple, hein, j'ai tellement hâte de me retrouver sur le bateau. J'ai tellement hâte de me retrouver sur Massif, là, de descendre l'Atlantique, de revivre les mers du Sud avec un bateau plus adapté que la dernière fois. Voilà, moi je suis, donc depuis tout petit, je suis passionné de voile. Ce que je préfère dans la voile, c'est la course au large. Ce que je préfère dans la course au large, c'est la course au large en solitaire. Donc voilà, le Vendée Globe, je peux pas être mieux servi qu'avec le Vendée Globe. Et ouais, j'ai vraiment hâte d'y être. J'ai vraiment profité de l'arrivée de la New York, les Sables. Je savais que c'était les dernières heures que je passais seul sur le bateau avant le Vendée Globe. Et j'en ai vraiment profité à fond en me disant que voilà, là, il fallait que j'allais devoir attendre 6 mois, presque 6 mois avant de me retrouver de nouveau seul sur le bateau. Et voilà, j'ai hâte de le retrouver, j'ai hâte de le retrouver tout seul. Voilà, de revivre à bord, de manger à bord, de dormir à bord, de le régler, de le manœuvrer, d'aller vite. Voilà, de faire des choix stratégiques. Voilà, j'ai hâte de revivre ça et sur une longue période. En plus, je sais de quoi on parle maintenant, parce que j'ai fait le dernier Vendée Globe, donc je sais un petit peu plus à quoi m'attendre. Et ouais, j'ai vraiment hâte de revivre tout ça. Et alors, tu as déjà fait une répète hein, aussi avec la New York Vendée de l'arrivée en vainqueur dans le chenal? Ah oui, mais voilà, encore une fois, ça paraît, c'est très loin. Et tout ça, c'est l'histoire de ligne d'arrivée, de victoire, pas victoire. Donc voilà, c'est vraiment travail, qu'est-ce qui reste à faire, qu'est-ce que j'ai à faire sur l'eau et rien d'autre.